Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et le Hamas. Est-ce que ça a encore un impact où tout le monde s'en fout totalement? Alors, nous allons en parler avec Benjamin Tremblay, qui est animateur du podcast très célèbre et très aimé, 7 jours sur Terre. Il est analyste aussi géopolitique qui est avec nous. Benjamin Tremblay, bonjour. Bonjour Richard, merci de me recevoir d'abord. Merci beaucoup d'être là. On est très content de vous recevoir. Combien de gens qui regardent 7 jours sur Terre, là, qui sont abonnés? Et on a environ 500 000 abonnés sur nos différentes plateformes. Nos bons documentaires vont jusqu'à chercher 1 million et demi de personnes à travers le monde. Wow! Alors, les gens qui disent que les médias sociaux, YouTube, etc., ça ne sert qu'à regarder des niaiseries. Et non, ça sert aussi à éduquer. La Cour pénale internationale qui émet un mandat d'arrêt là, contre Netanyahou, ça se passerait comment? Là? Veut dire, on va envoyer des policiers aller l'arrêter dans son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau émettre ça. Là. Ça me fait penser à Donald Trump qui dit là, on va expulser des millions d'immigrants. Ça va se passer comment? On va rentrer dans les maisons, on va prendre les familles d'immigrants avec les petits-enfants qui pleurent, puis on va les mettre dans un train ou dans... Ça va se passer comment? C'est bien beau avoir des idées. Donc, en théorie, c'est bien beau là, en disant on va avoir un mandat d'arrêt, mais concrètement, ça donne quoi? Richard, t'as mis le doigt dessus. Exactement. Je suis désolé de juste compléter cette réponse, mais c'est très facile pour la Cour pénale internationale d'émettre un mandat comme ça et de l'envoyer dans l'univers en espérant que quelqu'un active ce mandat-là, puis agisse là-dessus. Donc, on arrête effectivement Benjamin Netanyahou. Question qu'on posait à savoir comment est-ce que ça se passerait. La réalité, c'est que la Cour pénale internationale elle-même ne le sait pas. Souvent, les gens vont parler, là, moi j'ai beaucoup de respect pour notre audience africaine, surtout à 7 jours sur Terre, quand on parle de coups d'État, de trucs comme ça. Et eux, ce qu'ils me mentionnaient par rapport à la Cour pénale internationale, eux appellent ça la Cour pénale africaine. Parce que la réalité, c'est que la Cour pénale internationale n'a jamais vraiment été en mesure d'exécuter ces mandats-là en dehors des pays qui la reconnaissent. Souvent, c'est en Afrique qu'on va être en mesure d'extraire des politiciens après des années. C'est un peu ça qui justifiait depuis des années l'existence de la Cour pénale internationale. Fait que pour plusieurs, c'est un peu une mauvaise pièce de théâtre, qu'on sait que c'est une espèce de gesticulation politique, il n'y a pas vraiment de chance d'être activé. Certains pays vont se positionner en conséquence, mais il faut être sérieux. Puis, je trouve que la question que tu soulèves par rapport à comment ça se passe, c'est la bonne question à poser. Parce qu'on dit, faisons l'exercice de penser avec eux, Richard. Si, par exemple, ici au Canada, Justin Trudeau, par exemple, qui n'a toujours pas en ce moment le courage politique de dire qu'il ne reconnaît pas ce mandat, et au contraire, on suggère que le Canada arrêterait. Et imaginons un instant, si le Canada arrête Benjamin Netanyahou, c'est pas que, écoutez, on a arrêté Meng Wanzhou sur un mandat des Américains. Comment ça s'est passé? Ça a été fantastique pour le Canada. Imagine si on avait arrêté Richard Xi Jinping, un chef d'État en fonction. Première question, c'est quelle serait la réaction israélienne? Premièrement, ce serait, écoute, une catastrophe, une crise diplomatique. C'est-à-dire que le mandat d'arrêt, c'est contre Netanyahou, son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et aussi le chef de la branche armée du Hamas, aussi, Mohamed Deif. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. Là. Si on arrête le chef de la branche armée du Hamas, là, on imagine la réaction des gens qui... dans les deux cas, exactement. On présume que quelqu'un va faire ça et s'en occuper. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le met dans une cellule. Quelle est la réaction israélienne? Richard, la réaction, c'est triste, on la connaît. En dedans de 24 heures, les Israéliens lancent une mission de sauvetage pour aller chercher Netanyahou. La deuxième chose qu'on poserait, puis qui vaut la peine, c'est la réaction américaine. Là, on a une administration Trump qui s'en vient, bien sûr, à la Maison-Blanche. La réaction, elle est assez claire. La proximité entre Israël et les États-Unis ne permettrait jamais ce genre de choses-là. Et déjà, en ce moment, les États-Unis lèvent la main pour signaler à tout le monde, ne procédez surtout pas à une arrestation parce que non, on ne le tolérera pas. Ben c'est ça. Et pourquoi pas contre Poutine aussi, qui veut dire son armée envahit l'Ukraine, sème la mort en Ukraine. Moi, je sais pas, moi, en Chine, justement, en Chine, il y a 1 million de Ouïghours qui sont enfermés dans des camps de rééducation. Tu sais, je veux dire, pourquoi un puis pas l'autre, là? Ben là, la question devient à savoir, comme je te dis, c'est de la gesticulation politique. D'abord, il y a un point à savoir. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrestation contre Poutine. C'est un bon point que tu soulèves, parce que justement, il est où Poutine en ce moment? Ça n'a absolument rien changé. En fait, ce que ça a eu comme impact, c'est que d'abord, Poutine, bien sûr,
on jette le problème on pèle le problème dans le cours des alliés, des partenaires de la Russie, ou là, mais quand Poutine veut aller se rendre, par exemple, au Brésil, ou aller discuter pour des négociations, quoi que ce soit, accord commercial, ben, il doit déléguer quelqu'un juste pour pas mettre le pays en question dans l'embarras. Parce que clairement, le pays arrêtera pas Poutine. Tout le monde est au courant de ça. Mais le fait, justement, de le recevoir, d'ignorer ce mandat de la Cour pénale internationale en soi, c'est un peu un faux pas politique, un embarras que Poutine, jusqu'ici, préserve ses partenaires de ça. Donc, il a limité ses déplacements. Il s'est rendu à quelques endroits, notamment en Mongolie. Est-ce que la Mongolie a arrêté Vladimir Poutine? Ben non. Puis quelle a été la réaction internationale vis-à-vis la Mongolie? Quelle a été absolument aucune. Ça s'est fait en toute impunité. Il faut être très réaliste par rapport à l'autorité, la légitimité aussi de ce tribunal-là, qui, disons-le, hein, Richard, ça c'est un point que je trouve qu'on néglige de mentionner. Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Les États-Unis ne sont pas membres. La Chine, pas membre. La Russie, pas membre. Le Qatar, l'Irak, l'Arabie Saoudite, personne n'est membre de la Cour pénale internationale parce que personne ne reconnaît l'idée qu'un tribunal extraterritorial aurait prépondérance sur ton propre système de justice et que tu devrais donc extrader tes propres citoyens essentiellement pour une cour internationale à quelque part aux Pays-Bas. C'est en soi un principe avec lequel beaucoup de pays sont très mal à l'aise. Là, on dit, écoute, on nomme pas les juges, on finance pas ça, on n'a pas notre mot à dire sur comment ça fonctionne, puis il faudrait qu'on se plie à ça. Donc, il y a une question très légitime à savoir c'est quoi la légitimité de la CPI d'émettre un mandat sur un pays qui ne reconnaît pas son autorité. Ben, c'est une excellente question que tu poses. Et autre question, je me souviens, le cinéaste Jean-Luc Godard qui disait un débat équilibré, c'est pas 30 minutes aux Juifs et 30 minutes aux nazis. Tu sais, de mettre sur le même pied d'égalité, là, je veux pas ouvrir le débat sur ce qui se passe actuellement là, au Proche-Orient, mais de mettre sur le même pied d'égalité le Hamas, qui est un groupe terroriste, et puis un pays avec un gouvernement qui a été démocratiquement élu comme Israël, qui se défend contre aussi des ennemis qui veulent son éradication. C'est peut-être pas la même chose aussi, là. Ben, c'est là qu'on arrive un peu dans un débat qui est vraiment très politique. Puis oui. je voyais ce matin d'ailleurs certains gouvernements européens qui faisasaient la mention et qui invitaient la Cour pénale internationale à dire attention là. Votre mandat, c'est une autorité légale, c'est pas une autorité politique. Vous pouvez pas commencer à... Puis là-dessus, soyons sérieux, là, Richard. On peut jouer la mauvaise pièce de théâtre ensemble comme ça pendant 25 minutes. Est-ce qu'on va régler le conflit israélo-palestinien en l'atomisant jusqu'à des individus? Ben oui, je pense qu'on est capable de convenir que ça dépasse largement les actions d'un homme, d'un autre. On est à notre 3e chef du Hamas en dedans de 6 mois. Puis là, vous me dites que d'en enlever un autre, ça va aider quelque chose. C'est un conflit civilisationnel, stratégique, religieux. C'est pas juste Netanyahou ou un chef du Hamas. C'est l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar. On peut pas démêler ça par des mandats télécommandés de l'international. Écoute, je t'écoute, Benjamin. Oui. Là, on est en train de nuire aux négociations. C'est à ce point-là. Parce que t'imagines, en ce moment, là, ceux qui géraient la médiation, justement, c'est le Qatar qui assoyait avec le Hamas, avec Netanyahou, l'état-major israélien, pour arriver à un cessez-le-feu. Là, tu viens de dire à tout le monde qui était prêt peut-être à s'impliquer dans ces négociations-là, médiation, d'essayer d'avoir un cessez-le-feu. Tu dis non, Netanyahou n'a pas le droit de mettre un pied dans ton pays, ne serait-ce que pour ratifier le cessez-le-feu, sans quoi tu es un complice de crimes de guerre. Qu'on est rendu en train de complètement renverser le processus de paix pour essayer de le ralentir, ça devient contre-productif, à mon sens. Écoute, excellente critique, Benjamin. Est-ce que ça veut dire, parce que là, quand on regarde aussi l'ONU, hein, que Charles de Gaulle appelait le machin, il détestait l'ONU, puis quand tu vois qu'on nomme des pays, je sais pas, comme l'Iran, à un moment donné, qui était nommé... comme à la tête du comité des droits de la personne. Et c'est rendu une joke. Et chaque pays, même les pires pays dictateurs de la planète, des dictatures de la planète qui ont un droit de veto, à un moment donné, ça donne rien. Fait que tu regardes et la Cour pénale internationale et l'ONU, on dirait qu'on n'a plus maintenant de structures, d'instances qui sont capables de régler concrètement ce genre de problème-là. Non, exactement, tu as raison. C'est un signe un peu de la décadence, de la cohésion internationale qu'on a vu au cours des dernières années. Puis là-dessus, donnons un peu quand même de lousse, si on veut, là, à la CPI. C'est que justement, c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus large. Puis si on se met à sa place, la Cour pénale internationale, qui a des membres d'un peu partout, qui justement, Israël, les États-Unis, eux autres sont pas là pour mettre de la pression là-dessus. Fait que si on comprend leur posture, eux, il n'y avait pas vraiment le choix. C'est un drôle de dilemme. D'un côté,
tu fais rien, et là, tout le monde regarde dans la direction de la CPI à dire, mais à quoi sert la CPI quand on a un cas comme le conflit israélo-palestinien, puis que personne n'est déclaré criminel de guerre, puis qu'on n'a pas d'intervention à temps? À quoi sert la CPI? Et de l'autre côté, ben, si la CPI vient se mettre le doigt dans un dossier politique, personne ne reconnaît son autorité, ben là, ça devient une question de crédibilité. On regarde en question de la CPI, puis on se dit, bon, ben c'est beau, couche tapis, on va mêler notre dossier entre nous, puis t'as pas un mot à dire là-dessus. Écoute, Benjamin, je suis curieux. Comment tu fais ton travail à 7 jours sur Terre? Parce que je parlais à mon ami et collègue Luc Laliberté, qui est spécialiste de la politique américaine, qui intervient beaucoup dans les médias. Il est professeur d'histoire. Puis il dit que ça devient de plus en plus dur d'être prof d'histoire parce qu'il faut que tu aménages les susceptibilités, surtout quand tu arrives à un conflit là, comme le conflit israélo-palestinien. Toi, bon, tu mets en plein le doigt là-dedans. Là. Tu fais quoi pour aménager les susceptibilités des uns et des autres? Ou tu dis, je m'en fous des critiques, ils viendront de toutes parts, je m'en fous. Je fais ma job. Comment tu navigues là-dedans? Ben, moi, je te le dirais d'abord, le plus gros malentendu, quand il y a une question de politique internationale puis de géopolitique, c'est que les gens ont l'impression, on transforme ça dans une science militante, où on espère de prouver qu'on a raison, puis on va essayer de couvrir tous les concepts intellectuels qu'on peut, essayer de les acrobaties pour prouver puis battre l'autre. Moi, j'arrive des départements de Sciences Po, je le vois beaucoup plus comme une science universelle. La géopolitique, c'est la science de la technologie, des ressources, du territoire. C'est la science de la politique, des sciences sociales, c'est l'interaction dans la population, c'est la diplomatie. Fait qu'à mon sens, c'est ça le truc, c'est de prendre assez de recul, une altitude satellitaire pour qu'aucun de ces points-là nous rende myope. À un moment donné, on est capable de comprendre la situation globale. Puis là, comme je vous le dis en ce moment, quand on prend la décision de la CPI, qu'on l'insère dans un contexte général, on l'insère dans le contexte historique, on comprend que ça a une portée extrêmement limitée. Puis s'il y a quoi que ce soit, c'est un peu une photo qu'on a en ce moment de où en est la CPI. C'est une belle photo qu'on vient de prendre puis de remettre à tout le monde, de montrer, vous voyez, là, on émet des mandats, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'arrêtez de nous demander quoi que ce soit. Ça risque d'être ça un peu la conclusion. Et Benjamin, tu transmets des faits, toi, tu transmets des connaissances, tu nous permets de mieux comprendre une situation qui est complexe. Est-ce que tu déplores ça, toi, le fait que il y a des profs, des fois, qui confondent professeurs et militants? Exact. Puis ça, là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu prisonnier de notre bulle informationnelle. Hein. Puis ce qui me rend énormément service, puis j'ai pas de mérite du tout, ça me le proscrit, c'est que nous, notre audience, c'est à peu près 15% des gens qui sont au Canada. On n'a pas les données exactes pour le Québec. On a 15% au Canada, 85% à l'international, beaucoup en Europe et en Afrique francophone. Fait que si moi, je prends la posture d'un gars assis dans une chaise de cuir qui commente l'actualité internationale, c'est tout simplement incompatible avec la nature diversifiée du monde, avec le fait que tout le monde a une perspective différente. Fait que moi, naturellement, ça me force toujours à évacuer entièrement les préjudices, les stéréotypes, les attitudes qu'on a en Occident, spécifiquement au Québec, pour essayer d'imaginer, oui, mais qu'est-ce qu'ils se disent les Africains en ce moment? Qu'est-ce qu'ils se disent en ce moment les Européens? Que se disent les Chinois vis-à-vis de tout ça? Ça me semble une question qui nous permet souvent d'évacuer notre perspective très justement myope. Donc, en terminant, tu ne sous-estimes pas l'intelligence des gens qui regardent tes capsules et des documentaires en disant, eux autres, ils en tireront leur propre jugement à partir des faits que je leur transmets. Ah, exactement. Moi, je suis là, écoute, en plus, c'est un peu comme les appareils photo qu'on a quand on est jeune, puis qu'il y a divers filtres de couleurs, bleu, rouge, orange, puis on les enfile. Moi, je suis là pour donner les bons filtres, pour vous dire, regardez la question des ressources, l'économie, regardez la situation politique, regardez, voici des paramètres qui influent sur la situation actuelle. Ensuite de ça, on connecte les données comme vous le voulez, allez faire votre calcul, puis prenez tout ce que je dis avec un grain de sel. Fait que là-dessus, effectivement, c'est de faire confiance à l'indépendance intellectuelle, puis à l'intelligence des gens de faire leurs propres conclusions. Ben écoute, quelle conversation intéressante. Merci, j'aime beaucoup tes propos. Benjamin Tremblay, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont être intéressés à aller voir 7 jours sur Terre. Merci, bon week-end. Merci à vous. Salut, Bon week-end. Salut.